Voilà, nous sommes ensemble avec vous jusqu'à 14 heures. Bonjour à tous et bon appétit. Si vous êtes encore à table, dans un instant, on va recevoir Mme Jacqueline Ateli. Bonjour. Bonjour. Elle est directrice de la transition en charge de la coordination des partenariats dans la commune de Bimao. Caroline Sévéno sera aussi avec nous. Elle est déjà là d'ailleurs, maître de conférence à l'UJA. Roger Thompson, bonjour. Bonjour. Et bien sûr, Iman News qui est là, comme tous les jours. Merci d'être là. Et on va recevoir plus tard Marie Zima Mirin, auteur de psychorexologue. Ah, attention. Et Jean-Luc Divial, puisqu'il y a eu un petit débat sur la question des réparations et le changement des mentalités. Et on va terminer avec Sandy Kelly, chroniqueuse du ZCL, et qui viendra avec Elisabeth Borcan, qui est une maquilleuse professionnelle, mais bien sûr, on en a bien besoin. Et José Thiolopin sera aussi avec nous, elle est chargée de la communication de son organisation, l'Académie du CA. Sinon, l'actualité, elle est assez fournie aujourd'hui. Avec le premier sujet, qui est donc cette réponse de l'ancien maire de Vieux-Fort, donc Roland Plantier, qui revient sur le rapport de compte de la commune, où l'actuel maire lui reproche justement le versement de 400 000 € versés à l'OMCS, et l'ancien maire se défend. On voit un reportage d'Olivier Félix. Pour répondre aux accusations, je dirais, du maire actuel de la commune de Vieux-Fort, un jour, ce monsieur parle de 1 million de subventions qu'aurait reçu l'OMCS de la Caisse d'allocation familiale de la Guadeloupe, et un autre jour de 400 et quelques mille euros qu'aurait reçu cette association par la collectivité communale. Je puis dire que la Caisse d'allocation familiale de la Guadeloupe n'a jamais eu à financer l'Office municipal de la culture et des sports. Cependant, l'association a bien reçu une somme de 47 300 € correspondant à ce qu'on appelle la prestation de service dans le cadre de l'accueil collectif des mineurs. Mais effectivement, la commune a versé pendant cette période, pendant ma mandature, effectivement une somme de 400 000 €. Mais aussi, c'est pour le fonctionnement de l'OMCS qui était en convention avec la commune pour un certain nombre de prestations d'animation culturelle, d'animation du territoire, d'animation sportive, d'organisation de la fête patronale, du fonctionnement de la radio Climax. La radio Climax avait 2 employés pendant cette période. L'OMC, 2 employés d'animation. L'OMCS avait aussi 2 employés, donc 4 employés à payer durant toute cette période. Et aussi, il y avait les intervenants sur les activités, tant de danse, de sport, de musique, de grouka, qu'organisait l'Office municipal de la culture de Vieux-Fort. Il y a aussi toutes les activités périscolaires organisées à l'école Auguste Feller et aussi l'accueil à LSH. Donc voilà pourquoi la commune versait cette somme à l'OMCS de Vieux-Fort. Il y a une délibération, il y a un vote du conseil municipal qui a voté un montant de subvention à un moment donné. C'est calomnieux, on attend voir. Voilà un maire qui n'a absolument rien fait depuis qu'il est là, donc il cherche un prétexte pour se dire que il faut rendre inéligible un certain nombre de personnes. On l'attend en tournant. Lui qui veut donner des leçons, pourquoi il n'a jamais mis en pratique la décision de la Cour administrative d'appel de Bordeaux, lui demandant de payer 1 500 € à la commune parce qu'il avait tout fait pour empêcher la construction de l'école dont il se revendique la paternité aujourd'hui. J'ai en main un récépissé signé par le plus haut responsable administratif de la collectivité communale qui signe avoir reçu un certain nombre de documents. Et il avait demandé une assemblée générale extraordinaire qui s'est tenue, je crois, le 10 août 2021, où le président allait lui remettre tous les documents. Il a refusé. Et donc les documents sont consignés dans un cabinet d'experts comptables de Basse-Terre.
tous les chéquiers sont là, toutes les factures sont là, les relevés de compte sont là, on l'attend venir. Voilà, on attend la suite de cette affaire. On va parler urbanisme maintenant, où le Conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement de la Guadeloupe organise un séminaire faisant suite au volet patrimoine qui a eu lieu l'an dernier. Cette année-ci, un deuxième acte est en cours où on parle justement des risques. On va voir un reportage de Max Morel. C'est la suite de ce qu'on avait déjà posé l'année dernière, c'est-à-dire urbanisme circulaire, approche durable, avec plusieurs volets. Alors l'année dernière, on a eu un volet patrimoine et cette année, on a un volet risque. Dans ce cadre, justement, nous nous attachons à pouvoir accompagner les pouvoirs publics, au premier rang desquels l'État et les communes, pour le relogement des personnes qui ne peuvent pas être maintenues sur site et pour effectivement aussi aménager ces espaces pour éviter que d'autres personnes ne reviennent. C'est vraiment cet état d'esprit que nous promouvons et à côté de ça, nous aménageons toujours les espaces urbains qui relèvent de notre territoire de compétence. La question du risque, évidemment, elle est connue ici en Guadeloupe. Maintenant, peut-être qu'il faut qu'on la regarde un petit peu différemment et surtout qu'on se pose la question de comment on fait, comment on réagit, comment finalement on fait la ville, on aménage nos territoires pour prendre en compte tout ça. Donc c'est un changement de pratique, c'est ce que j'appelle l'urbanisme circulaire et donc je viens en parler aussi ici. L'objectif du séminaire, c'est de véritablement de parvenir à faire prendre, à emmener cette réflexion-là, montrer qu'il y a des solutions. Pas simplement d'avoir un éclatement de la ville, ce qui pose de gros problèmes de déplacement, et de pouvoir protéger les milieux naturels. L'urbanisme, c'est quand même c'est la base de tout développement et tout, et il est très intéressant que nous y soyons pour pouvoir au moins mettre en pratique un peu des recommandations et aussi dans le cadre du développement de la ville de Saint-Claude. Ça évolue, oui. Est-ce que ça évolue assez vite? Sans doute pas. Finalement, les normes, c'est ça. C'est le rappel des contraintes environnementales sur notre vie du quotidien. Il y a une question de normes, mais il y a surtout une question de prise de conscience collective, à la fois des citoyens, des professionnels et des élus. Comment on fait pour à la fois faire mieux, être plus résilient, et puis comment on apprend des risques, comment on apprend des chocs quand ils ont lieu. C'est une question qui nous permettra très certainement, qui débouchera sur la possibilité de redynamiser les agglomérations, les communes, et donc de pouvoir régler des problèmes de déplacement, des problèmes d'hyperconcentration qu'on a, des problèmes qui sont liés à l'hyperconcentration de la zone Pointe-à-Pitre. Très certainement, on arrivera comme ça à faire de l'aménagement régional. Voilà, bien, je vous l'ai dit, on vous reçoit Mme Jacqueline Atelier, directrice de la transition en charge du partenariat dans la commune de Bimao. Il y a quelques jours, il y a eu une grande réunion avec toutes les associations de la commune. Vous voulez savoir un petit peu ce que ça a donné, enfin, est-ce que vous avez été satisfait de ce qui s'est passé? Est-ce que les associations jouent le jeu, comme on dit? Oui, effectivement, nous avons organisé le 17 novembre un séminaire des associations en direction des associations de la ville de Bimao, mais pas que. C'était effectivement ouvert aussi ce séminaire pour toute personne qui souhaite effectivement s'engager à la création d'une association ou s'engager en tant que citoyen dans une association. Oui, nous avons été très satisfaits parce que sur les 214 associations connues sur le territoire, on a eu plus de la moitié, ce qui représentait à peu près 300 personnes présentes lors de cette organisation. Donc effectivement, le retour, c'est que les associations étaient partantes. Elles attendaient effectivement cette rencontre avec la municipalité. Et c'était aussi l'occasion pour la municipalité de rappeler le plan de mandature et les axes les axes stratégiques où les associations peuvent s'approprier pour pouvoir, et le message qui était effectivement important à faire passer, c'est que les associations sont de véritables acteurs du territoire. Et donc, voilà. Donc là, nous étions très, très satisfaits. Alors, on dit de plus en plus que le bénévolat est en train de mourir. Alors, je ne dirais pas ça. Je ne dirais pas ça parce qu'en fait, effectivement, c'est très difficile. Mais lorsque un citoyen s'engage bénévolement, c'est que vraiment il a des valeurs à faire passer. Une association, c'est d'abord un projet individuel qui devient ensuite une valeur collective. Et cet individu
arrive à effectivement intégrer d'autres personnes dans sa mouvance, on va dire. Et non, il y a effectivement des bénévoles, il y a même des associations qui étaient présentes, mais qui n'étaient pas constituées et qui voulaient effectivement, attendaient ces informations, comment se mettre en règle, comment obtenir l'accompagnement, de qui, voilà. Donc c'est ce retour qu'on a eu, positif, et qui nous impose effectivement à répondre à ces attentes. Et effectivement, on a annoncé l'accompagnement un peu plus régulier de ces associations à travers des ateliers qu'on va organiser à partir de l'année 2024. Et ça coûte cher à une collectivité d'accompagner les assos? Alors, à BEMAO, on a effectivement présenté les 3 formes d'accompagnement possibles. Donc, effectivement, le premier accompagnement connu, c'est l'accompagnement financier. Mais il n'y a pas que, il y a aussi la logistique, qui est aussi une action en nature, on va dire, de la municipalité, et qui permet effectivement aux associations de mettre en place leurs actions, leurs activités. Et on a effectivement aussi la 3e forme d'accompagnement, qui est l'accompagnement à l'ingénierie de projet. Parce qu'on a vu que les associations mobilisent beaucoup, vont solliciter beaucoup la commune, mais ne peuvent pas solliciter les autres partenaires, les autres acteurs sur le territoire, faute d'ingénierie en matière de projet. Ils ne savent pas comment faire un projet, ils ne savent pas comment constituer un budget. Besoin d'accompagnement à ce niveau-là aussi. Voilà, donc c'est ce qu'on propose, en plus aux associations du territoire. Et on peut dire que ce séminaire va déboucher sur une fête des associations ou un village comme on faisait autrefois? Alors, le village qui était fait, effectivement, ça portait le nom, le village d'association, mais nous, à BEMAO, on a transformé l'action, puisqu'en fait, le village qui était fait jusqu'à maintenant, c'était lié aux activités occupationnelles, tout à fait. après la rentrée, ce qui se faisait après la rentrée scolaire. Et donc, on a gardé, on a mis le vrai intitulé, on va dire, sur cette activité, sur cette action, qui est le village des activités occupationnelles. Donc, village sport, voilà. Occupationnelles. Voilà, donc le sport, enfin, tout ce qui est loisir, en fait, compte. Et le séminaire des associations, c'est autre chose. C'est vraiment les associations de toute nature, quel que soit le domaine d'intervention, alors que le village qui était organisé jusque-là, c'était vraiment les associations qui proposent une activité de loisirs à toutes les personnes, à toutes les tranches d'âge, les enfants, les jeunes, les familles, jusqu'aux personnes âgées. Mais là, le séminaire des associations intéresse à toutes les associations, quel que soit leur domaine d'activité. Oui, tout à l'heure, je m'adresse à Madame Célineau. Bonjour. Bonjour. C'est la première fois que l'université participe à un salon du livre? Alors effectivement, là, l'université cette année donc, est partenaire du salon du livre organisé par la région Guadeloupe. Et on est ravis évidemment d'encourager cette initiative puisque nous sommes de fervents consommateurs de livres, nous-mêmes les universitaires, mais aussi des producteurs. Vous savez que l'université a les presses universitaires des Antilles qui sont nées en 2018, dont le premier ouvrage qui a inauguré une longue série portait justement sur Maryse Condé, qui est donc la marraine de ce premier salon du livre. Donc, on espère... Comment vous vous impliquez dans ce salon? Comment l'université va paraître dans ce salon? Alors, de différentes manières. La première, c'est que là, vraiment, au moment où on parle, je pense que Madame Cristofori est en train d'entrer dans l'amphithéâtre du Camp Jacob, l'amphithéâtre Gertier-Archimède, puisqu'elle va dispenser une conférence sur ses recherches qui porte sur les bienfaits de la lecture pour la bonne santé de nos cerveaux et les méfaits des écrans sur nos mêmes cerveaux. Donc, elle va dispenser cette conférence face à nos étudiants qui sont de première année jusqu'à la 5e année. Et l'université sera évidemment présente aussi sur les villages qui ont... L'un avait lieu aujourd'hui à l'URMA pour les étudiants de la Basse-Terre et des Saintes, il me semble, et demain au Mémorial Act pour les élèves des collèges et lycées de la Grande Terre.
on sera aussi évidemment présent sur la journée grand public de samedi qui se déroulera elle aussi au MACT. Alors, l'universitaire que vous êtes, est-ce que vous avez le sentiment quand même que les étudiants lisent suffisamment? Alors, en tant qu'enseignant, je pense qu'on ne trouvera jamais qu'ils lisent suffisamment. Après, je pense qu'on est face à un public, effectivement, qui lit plus que d'autres, oui, mais sûr. on aimerait, effectivement, qu'ils lisent encore plus. Et je sais qu'il y a différentes initiatives, notamment la mise en place des audiolivres en littérature caribéenne, ce genre de choses, qui font venir de tout petits lecteurs à de la littérature caribéenne. Et ça, c'est effectivement des nouvelles formes de lecture qu'on essaye de faire rentrer dans nos pratiques enseignantes, mais on aimerait qu'ils lisent plus. Bon, on va être honnête, on aimerait qu'ils lisent plus. Plus davantage. Alors, sur le plan même de l'enseignement à l'université, j'imagine quand même que, enfin bon, depuis que j'ai quitté, ça fait quand même des années, les écrivains antillais quand même ont pris une place importante. Alors, la particularité de la faculté des lettres et sciences humaines qui est implantée à Saint-Claude est de dispenser les socles disciplinaires, on va dire classiques, oui, bien sûr. Et que l'intégralité de nos filières propose des enseignements portant sur la Caraïbe. Oui. Donc, il est évident que dans notre filière des lettres, on va enseigner la littérature caribéenne. Il est évident que dans Pas seulement francophone. Pas seulement francophone, puisque j'y venais. Dans la filière des humanités, on va travailler sur l'histoire de la Caraïbe et des Amériques. Et dans la filière LEA, donc langues étrangères appliquées, là, effectivement, on va parler des littératures en langues étrangères, anglophones et hispanophones, produites dans le bassin de la Caraïbe. Donc, on est vraiment sur des enseignements vraiment ancrés en Guadeloupe, mais dans leur bassin caribéen de façon plus générale et américain de manière encore plus globale. Alors, on va peut-être rappeler les rendez-vous du salon. Oui, avec plaisir. Alors aujourd'hui, le salon du livre se tient à l'Urma à Basse-Terre toute la journée. Ce sont des conférences, ce sont des films, ce sont des stands avec nos éditeurs locaux qui auront lieu toute la journée. Et alors évidemment, ils sont principalement destinés à un public scolaire, mais la conférence de Madame Christophori à l'Amphigertie Archimède sur le camp Jacob à Saint-Claude commence à 13h aujourd'hui. Demain, le salon du livre se tiendra au Mémorial Act pour cette fois-ci un public collégien et lycéen de la Grande Terre. Et samedi, le salon du livre sera ouvert à tout public au Mémorial Act et se clôturera par la pièce mise en scène par Madame Coali sur Désirada, l'un des textes adaptés de Marie Scondé. Bien. Bon, merci. Je reviens vers vous, Madame Attali. Quel va être le programme de la municipalité avec les associations? Je sais que chaque année, par exemple, au carnaval, il y a une grande manifestation. Alors, quelle est l'implication des assos dans ce genre de manifestation? Alors, donc effectivement, l'objectif, c'est qu'on a présenté aux associations le plan d'action de la ville et on attend les associations sur les différents temps d'action sur le territoire. Bien entendu, le carnaval, bien entendu, enfin, tout ce qui englobe l'animation du territoire. Oui. Tout ce qui englobe l'animation du territoire. Oui. Effectivement, le chanter Noël. Donc là, par exemple, débute la semaine prochaine Jarry en fête. Oui. Donc là, ce soir, on a la soirée d'ouverture de Jarry en fête. Et là, les associations, effectivement, sont impliquées. Notamment, dans le programme... le mémorial, enfin pas le mémorial, l'hommage à Monsoso. Oui. Donc on a les associations qui participent en tant qu'intervenants d'animation de cette action. Et les différents temps forts de la ville, notamment la fête patronale. La fête patronale est portée par les associations. Donc il y a un appel à projet qui est lancé. Et les associations répondent à cet appel à projet et ce sont les associations qui animent les fêtes patronales, la fête patronale et les fêtes de quartier. Dans les quartiers aussi, surtout. Voilà, dans les quartiers, effectivement. On retrouve également les associations dans le périscolaire, on retrouve aussi les associations pendant la période des vacances, les vacances scolaires. Donc voilà, donc les différents temps forts en dehors du carnaval, différents temps forts dans l'année.
on retrouve nos associations sur l'animation et le développement du territoire. De votre point de vue, c'est une question un peu plus générale, il y a plus de sportifs ou plus de culturels? C'est vrai que les associations sportives, en tout cas à Bemao, on a des clubs sportifs qui sont très forts. Voilà, ce sont des associations. Donc on en a au moins 5 clubs qui sont vraiment très très actifs depuis tantôt. Oui. Et effectivement, on a des associations qui ont des activités sportives, des activités physiques, on va dire. Et donc dans la comptabilité, on va dire qu'il y a un petit peu plus de culturel et de sportif que de social et humanitaire et environnement. Oui. Bien, écoutez, on vous remercie. Merci beaucoup. On rappelle peut-être, Madame Séméno. Donc, de participer au Salon du Livre qui se tient au Memorial Act demain et samedi, et sur lequel les éditeurs tiendront des stands et la soirée de clôture autour de la pièce de Madame Coali, Désirada, mise en scène d'un texte de Marie Scondé. On a reçu hier Madame Coali d'ailleurs, et nous a fait un véritable show. Bien. Bon. Voilà, il est 12h55, on va prendre la première pause, cette première séquence. On se retrouve tout à l'heure avec Marie Sizima-Mirin et Jean-Luc Divial pour ce petit débat, cet échange sur la question des réparations et des changements psychologiques s'il y a lieu. Enfin, ils vont en parler à tout de suite. Voilà, il est déjà 13h03. Dans un instant, nous allons ouvrir un beau cantage, un débat sur réparation esclavage, au retour aux origines, petit être moyen de réparation psychologique pour les afro-descendants, avec Jean-Luc Divial. Bonjour. Bonjour. Et Marie Sizima-Mirin, bonjour. Oui, bonjour à tous. Dans un instant, tout de suite, au rappel des titres avec Iman News. Rappel des titres, nous avons déjà abordé le sujet de l'ancien maire de Vieux-Fort qui a fait sa réponse en lien avec les comptes de la commune. On a aussi parlé de l'urbanisme, où le conseil d'architecture d'urbanisme organisait son deuxième séminaire en lien avec les risques, qui a lieu encore jusqu'à aujourd'hui. On parlera de parentalité avec ces ateliers peinture qui sont organisés dans la commune du Lamentin. Justement, cet atelier qui s'appelle De mains en main lance l'activité de Noël pour le mois de décembre dans la commune pour pouvoir renforcer les liens familiaux. On voit un reportage de Michel Depape. Cet après-midi, nous sommes à la salle des fêtes de Lamentin pour des ateliers en duo avec le parent et son enfant. Ce sont des ateliers que nous avons intitulés Deux mains en main. Parce que pour cette fête de Noël, puisque cette activité lance les activités de Noël à la commune de Lamentin, tout le mois de décembre qui sera très animé. Et aujourd'hui, nous sommes sur la première activité et nous avons symboliquement choisi les parents et les enfants, puisque Noël c'est la fête de la famille, le moment de partage. Et ici, nous sommes sur la parentalité en accord avec la CAF, puisque la CAF intervient aussi, participe à cet atelier. Nous accompagnons ce type de projet, c'est-à-dire des ateliers enfants-parents, pour justement permettre renforcer le lien enfants-parents. La CAF est au cœur justement de la parentalité, de faire en sorte que les enfants et les parents puissent partager des actions communes. C'est-à-dire que partager des moments en atelier, partager des moments en famille et au-delà de ça pour pouvoir justement renforcer ce lien parent-enfant. Nous avons 4 ateliers cet après-midi, l'atelier savon, l'atelier bougie, l'atelier fabrication de produits parfumés et nous avons également un atelier peinture avec un peintre assez célèbre. Et cet après-midi, ce matin, nous avons encore eu des ateliers de fabrication d'objets de décoration notamment, et nous poursuivons cet après-midi avec ces ateliers. Là, je suis venu participer en tant qu'habitant du Lamentin, je suis venu avec mon fils participer justement à l'atelier dessin qui justement permet au moment où on parle de problématiques des familles, de liens qui se disloquent par rapport à la situation des familles, ces moments-là permettent justement de renforcer le lien et de pouvoir partager des moments assez agréables avec son enfant. Ces ateliers permettent aux enfants de sortir devant les écrans, aux parents de construire avec leur enfant. Et comme à Lamentin, avec la municipalité, nous sommes beaucoup sur la parentalité
pour que les enfants et les familles trouvent un équilibre sur le territoire, pour que nos familles, nos enfants, il y a des petits gens qui chaudier. Il faut ces petits gens à bouger, il faut nous accompagner pour eux justement pas qui déposer la conti chaudier, mais permettre de grandir et vont équilibre pour eux faire des grands monde responsables, petit bon pita. Voilà, il est 13h07. Dans un instant, on commence nos petits débats, mais je crois qu'on va avoir avec nous Garcin Malsa qui est le président fondateur du MIR la Martinique. Il n'y a jamais de hasard, puisqu'il va nous parler d'une conférence de presse qui a eu lieu tout à l'heure, suite à la visite de monsieur le président du Bénin. Garcin Malsa, vous entendez moi? Oui, alors, qui est sa capacité? Qu'est-ce qu'on a dit le MIR, c'est ça? Alors, nous Philippe en conférence de presse à sous-affaire M. Talon, qui est président de la République du Bénin, oui. Qui M. Bernard Ayotte, qui est un grand commercial, un grand monde, il connaît effectivement tout partout au Martinique et en Guadeloupe, qui a reçu à son invitation. Ça semble excessivement grave. D'ailleurs, qu'un bon qui a chargé de faire commerce, qui a chargé de faire business, qui a reçu un chef d'État, ça sent une injure totale, non seulement au peuple martiniquais, non seulement effectivement aux élus martiniquais, ça sent une injure totale à l'ensemble des panafricanistes, des afro-descendants. Surtout, nous connaissons bien Bernard Ayotte, qui est représentant de 0,5% du peuple martiniquais. Eh bien, il a tenté de faire le passé pour un Martiniquais au Bénin, et ça, c'est un bagage qui est excessivement grave. Donc, nous avons mis à la fois les élus martiniquais en garde, les peuples martiniquais en garde, et nous avons fait appeler aux Guadeloupéens pour qu'effectivement, pour ensemble, pour lancer un grand cri de refus total de boycott de M. Talon ici en Martinique. Parce que ça excessivement grave. Bien sûr, l'État français de Bagaïta là, et donc nous ne pouvons pas accepter Bagaïta là. Bien. Ça veut dire que vous-même, vous pouvez rencontrer M. Talon, non? Absolument pas. Jamais. Non seulement, nous ne pouvons pas rien avec M. Talon, ni de près, ni de loin. D'ailleurs, là, nous ne déplaçons pas comme au Bénin, nous avons cherché à ce qu'effectivement, ici, nous, en tant qu'afro-descendants, nous étions plus de 80 qui refusaient de recevoir nous. Alors, vous comprenez, alors qu'il y a un lot de Martiniquais qui au Bénin et qui a envie qu'effectivement, qu'il y ait une reconnexion qui fait en bonne et due forme. Bon, c'est pas ça, M. Talon a fait. M. Talon a fait un bagage qui est excessivement grave, qui va permettre que PKA, Bernard Ayotte, fasse un bras d'honneur à ce nous. Et effectivement, c'est un injure Talon a fait nous, c'est un injure effectivement aux ancêtres, c'est un injure à l'égard de nos ancêtres, et qui a très respecté qui était nous. Donc, nous ne pouvons pas ici. Et cabinet puis des artistes, nous ne pouvons rien contre ces artistes, puisque les artistes martiniquais doivent nous payer qu'à déplacer pour eux aussi. Mais manière avec la fait, effectivement, c'est un injure total. Et il a entraîné effectivement des artistes béninois dans Barretta là, c'est très grave. Marcin, nous quittons la main. Juste un petit mot avant nous la guerre. Au moment où nous avons parlé là, quand il a, nous avons fait un petit causé à ces questions, à réparation et esclavage. Et surtout, ça a laissé en l'esprit à Guadeloupe et Martinique. Qui j'en vous, en tant que président de l'OMI, on croit ça, question à les réparations psychologiques pour les afro-descendants. En deux mots. Eh bien, justement, c'est toute dynamique que nous mettons en place depuis à peu près 40 ans, ensemble, eh bien, nous, les afro-descendants, eh bien, ils ont effectivement cassé. Parce que ben, la a réussi, puisque psychologiquement, mentalement, spirituellement, des Guadeloupéens et des Martiniquais, de plus en plus qu'à aller en Afrique, connaître, dire ça les ancêtres mobiles, échanger puis les frères, les sœurs d'Afrique qui sont belles bagailles. Donc effectivement, c'est ça qui a confronté nous. Et c'est ça qu'il a effectivement rasé en disant dynamique là, nous mettons en place là.
Bien, ben, Garçon, nous allons dire merci. Et puis, nous, si on est télévision à Casa, mais on peut suivre le débat là depuis la Martinique, puisque nous allons rentrer dans une fois même, avec Jean-Luc Divial que vous connaissez, et avec un monde qui a occupé de découvert, Marie-Zizima Mirin. Merci de la participation. Alors, c'est une belle introduction pour vous autres, là. Oui, tout à fait. Alors, justement, c'est grâce au MIR quand même qu'il faut nous dire, faut nous quand même bailler en force, parce que c'est grâce à eux que depuis des décennies, ça fait des décennies que le MIR... 40 ans déjà. Hein. Ah oui, ça fait des décennies que le MIR donc, est en action, pas seulement aux Antilles, en France, partout, et même au Bénin dernièrement, puisque même personnellement, j'ai même adhéré au MIR Bénin. Et dans cette vision, justement, où on va pouvoir, à un moment donné, accueillir les afrodescendants. Enfin, il y a une maison des afrodescendants qui est en train d'essayer de se mettre en place, avec beaucoup de difficultés, et on comprend pourquoi, en tout cas. Voilà. Alors que justement, au Ghana, le 14 novembre dernier, on a le président du Ghana, Monsieur Nana Akufo-Addo, qui a fait donc une annonce en demandant à tous les pays africains de le suivre, puisque lui, il a ouvert la voie déjà depuis en 2019. Il a déclaré l'année 2019, année du retour. Et il a offert des passeports à pas mal d'Afro-Américains qui sont venus s'installer, et économiquement, qui ont des aides pour s'installer, etc. Donc c'est ça que nous, on voudrait, c'est que les pays africains s'ouvrent, qu'il y ait de plus en plus de maisons d'afro-descendants. Il y en a par exemple au Cameroun, ça commence à s'installer aussi. Donc c'est un peu sur ce thème-là que justement on démarre, dans la mesure où, alors qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas que les pays africains qui sont appelés à le faire. Le 2 décembre dernier, c'est-à-dire il y a quelques jours, il faut savoir que le 2 décembre, c'est la journée internationale de l'abolition de l'esclavage, pour les Nations Unies, au niveau des Nations Unies. Donc il y a le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Gutiérrez, qui a demandé à tous les pays impliqués dans la traite et dans la colonisation, qu'ils soient occidentaux ou autres, de demander pardon, de faire des excuses et de faire des réparations. Alors on ne sait pas sous quelle forme, évidemment. Mais donc il y a une prise de conscience, on va dire, au niveau international, et on espère que ça va bouger. Et cette reconnaissance, justement, nous en avons besoin pour notre réparation mentale, psychologique, comme on disait tout à l'heure. Alors justement, vous allez tous intervenir, parce que traditionnellement, on pensait que les réparations, c'était seulement une question matérielle, quoi, il y a que des toilages, et après ça, tout est réglé. En fait, il y a eu, je crois, récemment une intervention de M. Nicolas en Martinique sur la question des séquelles de l'esclavage. Tout à fait, et Michel Nicolas. Oui, Michel Nicolas. Et je pense que le CARICOM aussi s'est exprimé là-dessus, puisqu'ils ont pris position sur cette question-là. Mais comment on peut vivre ça en Guadeloupe? Parce que beaucoup de Guadeloupéens n'ont pas encore totalement saisi, j'ai envie de dire, tout ce que ça représente pour nous aujourd'hui, parce qu'on va dire, l'esclavage, ça a passé, ça a longtemps, il faut oublier ça. Alors, je crois que le problème de fond, c'est que les Guadeloupéens ne se rendent pas compte à quel point ils sont porteurs des séquelles. Mais il n'y a pas que ceux qui ont subi l'esclavage. Mais oui, c'est ça. Les descendants de ceux qui appliquaient cela aussi sont profondément marqués par cela, même s'il y a un déni un peu général là-dessus. Pourquoi j'ai décidé de m'intéresser aux langues et de remonter aussi loin dans le temps à la recherche des origines de notre langue? Parce que pour comprendre ce qu'on a subi, il faut revenir au stade premier. Qu'est-ce qu'on a été quand on n'avait personne qui venait nous imposer une vision du monde, une façon de voir, une domination? Et c'est en comprenant ce que nous avons été avant et en mettant cela en comparaison avec ce que nous sommes devenus aujourd'hui, qu'on peut comprendre ce qui nous reste de cette période et comprendre tout ce qui a été ajouté. Et dans ce processus-là, on nous a imposé une vision du monde, on nous a imposé une façon de penser la science, la philosophie, la spiritualité, et qui nous a totalement déconstruits. Donc après, il ne faut pas s'étonner
et pleurer parce qu'on ne réussit pas, parce que nos enfants, en faisant des études brillantes, n'arrivent pas à trouver leur voie. Tout ceci est lié à cela. Mais c'est en étudiant la langue, en étudiant comment on nous a contraints par un dressage à adopter une autre façon de penser, de conceptualiser, qu'on se rend compte des choses. Par exemple, j'aime prendre la question de l'orthophonie. C'est posé en tant que trouble, en tant que problème de retard, alors qu'il s'agit tout simplement de prononciation naturelle que les enfants qui sont issus de peuples congo-mandingues ont naturellement dans leur expression. Mais c'est posé en termes de problème, en termes de tard. Donc vous voyez qu'un enfant qu'on envoie consulter, bien sûr, il a des difficultés pour faire l'apprentissage de la langue française. Bon, mais ce n'est pas un attardé. C'est-à-dire qu'il faut partir de sa vision du monde. Et ce travail-là, eh bien, c'est un chantier qu'on doit entreprendre tôt ou tard. Parce que pour le moment, c'est un peu mis de côté. Il y a des concepts, bon, je ne veux pas être trop long, mais il y a des concepts qu'on fait vivre chez nous qui reposent sur le fanchouisme, comme j'ai entendu. Mais si on ne pose pas la question de savoir qu'est-ce qu'on a été avant, c'est-à-dire un peuple de solidarité et de partage, et dont la loi était justement de tout faire ensemble, de réussir ensemble, on ne peut pas comprendre pourquoi ceux qui, par ce système nouveau qui nous a été imposé, se retrouvent à se distinguer en prétendant réussir tout seul, sont mal vus. Vous voyez ? Parce que, en réalité, il y a une loi qui est inscrite dans nos gènes depuis des millénaires, et réussir tout seul, c'est trahir cette loi. Vous voyez ? Donc, si on se contente de parler de fanchouisme, on n'a rien encore fait. Voilà. Donc, il faut repenser toutes les sciences. Voilà. Il faut repenser les mathématiques, parce que ce n'est pas une logique de compétition. Il faut repenser les études au niveau de la langue, les sciences humaines. Il faut repenser la philosophie. Il faut tout repenser. Donc, il faut réécrire nos modèles. Voilà. Oui, ben, je ne pourrais pas dire mieux. Hein. C'est-à-dire que c'est à nous-mêmes d'être les acteurs de notre propre restructuration. Comme on a dit, il faut déconstruire, après il faut reconstruire. Et reconstruire avec quels éléments? Donc il faut aller connaître son histoire. Il faut connaître l'histoire aussi de nos ascendants en dehors et bien avant même l'esclavage et la colonisation. Qu'est-ce que nous portons, nous, comme force, etc. Donc ça, c'est très important. Et puis, il y a quelque chose que je trouve aussi d'essentiel, c'est de retrouver ses origines au niveau de nos lignées. C'est-à-dire le travail, par exemple, que fait l'association CM 98, Comité Marche 98 en France et ici, voilà, sur la généalogie, ben ça apporte beaucoup en termes donc, de psychogénéalogie, retrouver ses origines, faire un travail sur l'arbre généalogique, c'est ce que j'indiquais aussi dans mon dernier livre. Si vous voulez le faire, vous allez voir sur le site Enchoucage, voilà, qu'on montre là. Voilà, vous allez sur le site Enchoucage, mais sachez que si vous avez une difficulté, vous pouvez être aidé en ayant recours aux intervenants du CM 98. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il va peut-être y avoir une antenne ici au CM 98 et j'aimerais bien travailler avec toutes ces personnes-là. Donc en fait, tout ça pour dire que bon, nous avançons quand même et nous avons besoin quand même de la reconnaissance, pas forcément de l'amour des autres, mais d'une certaine reconnaissance. Mais cette reconnaissance, il faut déjà qu'elle vienne de nous-mêmes, de reconnaître nous-mêmes qui nous sommes, d'où nous venons. Et le travail du nom, mais justement, je vais laisser la parole à Jolo par rapport à l'importance du nom, du patronyme aussi. Moi, j'ai eu la chance quand même de pouvoir retrouver dans mon nom Izima Mirin l'origine du mot Izima, parce qu'il ne m'a pas été enlevé, il n'a pas été enlevé plutôt à mes ancêtres quand ils ont posé le pied sur le sol. J'ai pu retrouver l'origine Yoruba, la signification. Elle est Yoruba? Oui, Yoruba, oui. Izima. Izima, c'est voilà. Izima. Voilà, Santé voilà. quand même. Pardon? Sans le thé. Si. On peut trouver des déclinaisons quand on va, par exemple, au Bénin, à Porto Novo, Izimate, Izimatu, etc. D'accord. Voilà. Mais bon, la racine Izima, donc, qui en gros, maintenant veut dire protection, voilà. Donc, c'est intéressant d'aller voir. Donc, moi, je suis allée voir à Porto Novo et j'ai découvert qu'il y avait essentiellement des personnes qui portaient ce prénom. Mais tout ça pour dire que le fait d'avoir été coupé de ses origines et du nom, ça a aussi une importance. Je pense que Jolo peut l'expliquer mieux que moi. Oui, très bien. C'est-à-dire que
on a des Guadeloupéens qui sont dans le déni. Il ne faut pas leur dire qu'ils sont africains et tout. Et pourtant, notre pays est marqué par des témoignages que depuis 380 années, parce que ça fait 380 ans qu'on a commencé à déporter nos ancêtres ici. Hein, cette année, ça fait 380 années. Eh bien, ils ont laissé des traces. Vous allez dans les cimetières, le carrelage noir et blanc, ça dit « nous sommes des Mandingues ». Vous allez au Lamentin, c'est le nom même de l'Empire du Mandé. Mantin, c'est le nom de l'Empire du Mandé. Les traces sont là. Oui, Moudong aussi. Bon, alors, revenons sur le nom. Vous voyez, quand je vous dis qu'il y a une dichotomie entre les visions du monde, pour un Européen, un mot, c'est quelque chose d'abstrait. Mais pour nos ancêtres, un mot, c'est un être vivant. C'est une énergie qui est en action. Ça veut dire que quand vous donnez un nom à quelque chose, un nom à quelqu'un, c'est comme si vous lui donniez son GPS et que vous lui donniez une lettre de mission. Voyez ? Par exemple, on a des gens chez nous qui s'appellent Yango. Mais Yango, c'est celui qui a fait face au léopard, celui qui s'est montré l'égal du léopard. Mais ça dit quelque chose. Ça dit quelque chose de votre lignée. D'accord ? Soit vous venez d'une lignée royale, soit vous venez d'une lignée de guerriers. En tout cas, les deux sont liés. Bon. Alors, le nom, on fait un travail fondamental sur le nom et maintenant, il faut aller plus loin. Il faut aller à l'étymologie pour qu'on comprenne. Parce que c'est ça qui va nous permettre de nous ouvrir et de faire un certain nombre de réparations internes. Mais plus loin, on va se poser la question, mais pourquoi on a donné des anagrammes comme en guise de nom de famille à certaines personnes? On pense que c'est parce que la liste était un peu racornie et qu'il fallait vraiment trouver quelque chose pour les nommer. Non, il y a un geste, il y a une intention derrière. Quand vous inversez le nom, c'est comme si vous coupez toute perspective d'évolution à la personne. D'accord? Et donc, quand vous avez quelqu'un qui s'appelle Clarin, que vous lui donnez à une autre famille, donc Rincla, vous séparez déjà deux familles, d'accord? Mais après, ça a des conséquences. Mais en plus de ça, vous mettez des gens dans une position où ils n'ont ni queue ni tête. Donc, aujourd'hui, les réparations sont nombreuses et le chantier est vaste. Et ça commence par nous. Mais, je le redis, c'est l'élément fondamental qui va nous aider à tout ça, c'est la langue, parce que c'est elle qui peut restituer tout ce qui a été consigné depuis des siècles. Alors, Jolo, il y a un concept sur lequel tu es souvent revenu, mais qu'il est nécessaire quelquefois de rappeler, c'est ce qu'on appelle la pensée symbolique. Alors, je dis ça pourquoi? Parce que quand on prend deux catégories de personnes qui vivent en Guadeloupe, les Africains, les Afro-descendants d'aujourd'hui, là, ils arrivent ici, pas tenir ni tambour, ni rien pour te faire Gokala. Qui j'ai fait Gokala? Alors, les Indo-Guadeloupéens, ils viennent petit bois avec matalon, avec des bitins, donc ils ont des instruments, mais qui ont sorti en Afrique, pas ni tambour, ni rien, ils ont réussi à faire Gokala et faire musique là et tambour là. Alors, on ne se rend pas. La question est très intéressante. On ne se rend pas forcément compte de cela aujourd'hui parce que, avec l'influence de la religion, de l'Église, avec l'influence même de l'État sur plusieurs siècles, beaucoup de choses ont disparu. Beaucoup de choses ont disparu. Mais l'Africain qui arrive enchaîné ici, la première des choses qu'il fait quand il a un petit espace de liberté, c'est de convoquer tous ses ancêtres. Donc ceux qui sont de l'autre côté, il les rappelle. Mais comment on va les rappeler? On a besoin d'instruments. Parce qu'on sait l'importance de la vibration. Donc, on recrée tous les éléments culturels qui sont nécessaires. Alors, évidemment, aujourd'hui, ce qui nous reste, c'est les instruments de musique, c'est le gouka, et tu parlais tout à l'heure de la culture indienne et tout ça. Mais c'est pourquoi le travail qui est fait par toutes ces associations qui se soucient de restaurer le patrimoine, c'est fondamental. Parce que c'est comme ça qu'on peut se reconstruire. Mais beaucoup de choses, comme tu disais, n'ont voyagé nulle part ailleurs que par le cerveau. Hein. Oui. Voilà. Bon, deux petits mots, nous pouvons rester toujours là, parce qu'il y a un lot d'autres débats. Comme ça, tout le monde, je sais ça, vous êtes celle que c'est pas porte là ouvert. Bon, voilà, juste un mot pour dire qu'effectivement, on est là pour reconstruire, d'abord déconstruire tous les schémas négatifs, puisqu'on a eu un lavage de cerveau, mais il faut déjà prendre conscience de ça. Bon, et après, si nous évoluons, nous pouvons faire évoluer le monde aussi autour de nous, mais ça commence par justement comment nous, on veut se voir.
Et Jolo a bien parlé justement qu'on ne peut pas avancer tout seul, mais il faut aller vers, on va dire, non seulement la réconciliation avec nous-mêmes, mais aussi avec l'autre, et aussi rester soudés. L'appel aux ancêtres, c'est aussi important. Le lien, la reconnexion avec les ancêtres, c'est très important. C'est une voie. Et effectivement, quand on a perdu son nom, ou bien quand on a un nom à l'envers ou n'importe quoi, en fait, il y a une connexion qui est perdue. Donc, c'est à nous de retrouver cette connexion par tout moyen possible. Okay? Ça peut être l'arbre généalogique, ça peut être une étude en histoire, en linguistique, etc. L'important, c'est d'essayer de sortir de l'aliénation et voilà, et en même temps sortir de l'auto-dénigrement dans lequel nous sommes, parce que c'est ça en fait, nous sommes face à un miroir, et ce qu'on veut, c'est de la résilience et de l'estime de soi. Tu peux rappeler le titre de ton ouvrage? Alors, mon ouvrage, voilà, toujours Lettre d'une future ancêtre à ses afro-descendants, et que vous pouvez trouver dans toutes les librairies maintenant. Alors là, j'ai toutes les bonnes ou toutes les toutes les grandes, les bonnes, les petites bonnes, voilà. Et Jolo Nion les va sortir, mais enfin bon. On peut quand même citer Sagesse oubliée de la langue dite créole, les paroles à grand monde expliquées à la jeunesse. On replace le dire des anciens dans leur contexte scientifique, philosophique et spirituel. Parce qu'il n'y a pas de civilisation sans spiritualité, il n'y a pas de pays sans spiritualité et sans ancestralité. Il n'y a pas d'évolution sans spiritualité. Merci pour l'épisode 1, puisque qu'il y a un épisode 2 probablement. L'année prochaine, peut-être. À ton retour. Oui, on essaye. Et on le retrouve mercredi prochain. Voilà, il est déjà 13h28, c'est l'heure de la deuxième pause. Et on va se retrouver Sandy Kelly, Elisabeth Boutran et José Turlepin dans un instant. Donc on va prendre une deuxième pause là. Petit campo de 13h25, déjà 13h35. On va recevoir des dames encore. On commence par là. José, bonjour. Bonjour. On va recevoir Elisabeth Boutran. Elisabeth. J'ai dit Elisabeth. Elisabeth. Oui, c'est Elisabeth. Elisabeth, oui. Boutran, elle est maquilleuse. Et puis Sandy, bonjour Sandy. Bonjour Danick. Tout va bien? Ça va, merci. Bien. On va voir quelque chose tout à l'heure en direct. Et puis on revient à l'actu rapidement avec... qui? Comment elle s'appelle? Je sais pas. J'oublie, j'ai un trou de mémoire. Un trou. Iman News, voilà, ça reste en fait dans les mots. Les personnes me disent Iman News. Non, mais ça, on parle de Iman News tous les jours. Tous les jours. Quand tu parles là, on dit oui, Iman News. Bon, bref. Mon Dieu, bref. Alors, on va revenir sur le championnat d'escrime avec un reportage de Maurice Cessé qui nous a fait un petit point sur cette rencontre. Voilà. C'est au cours du 11e gala de l'association ONG Play International à Roland-Garros le mardi 28 novembre 2023 avec la présence de plusieurs sportifs de haut niveau que nous avons croisé l'escrimeur guadeloupéen Yannick Borel, un sacré champion avec des titres tels que celui de champion olympique par équipe au JO de 2016 et champion du monde individuel en 2016, multimédaillé aux championnats du monde, à la Coupe du monde, aux universiades, aux championnats d'Europe, aux championnats de France. Il joue en ce moment et pendant toute la saison sa qualification pour les prochains JO de 2024 à Paris. Pourquoi tu es à Roland-Garros ce soir? Je suis à Roland-Garros pour soutenir la cause de Play International, à savoir véhiculer les valeurs du sport, de l'éducation à travers le sport. Je pense que c'est un bon moyen d'aller sur des jeunes qui n'ont peut-être pas les mêmes chances que tout le monde d'accéder au sport et à l'éducation, de faire passer toutes les valeurs qu'on retrouve nous facilement parce qu'on a accès facilement au sport et à l'étranger, mais aussi en France. Moi j'ai pu intervenir avec Play International en France dans des écoles, des zones d'éducation prioritaire par exemple. Et ça s'est toujours bien passé, donc j'aime bien la cause que défend Play International. Tu étais à Monaco le week-end dernier, encore un succès, explique-nous, raconte-nous. Oui, c'était le deuxième circuit national de la saison en cours. Et je l'emporte une deuxième fois parce que j'avais déjà gagné aussi à Livry-Gargan en octobre. Donc c'est une victoire qui vient confirmer que je travaille bien. Maintenant, il y a une Coupe du Monde qui approche bientôt là à Vancouver. Il va falloir confirmer cet état de forme.
Oui, tu es devenu un sportif de haut niveau, on parle beaucoup de toi. Tu es devenu presque une star, hein, Yannick. Devenu Ah, je pense que ça fait longtemps que je le suis. Hein. Oui, c'est vrai. Ça fait longtemps que je le suis. Mes premiers JO, c'était en 2012. Donc j'aimerais bien faire mes 4e là à Paris. Donc c'est pour ça que je me bats. Non, je m'entraîne très dur. C'est vrai que j'ai une notoriété qui grandit d'année en année parce que j'accumule aussi des médailles. Et c'est plaisant et ça montre que le travail paye. Voilà, depuis hier, on a lancé une nouvelle rubrique dans le ZCL, sur le ZCL Gold Nostalgie. Hier, c'était un coup de tambour avec Jennifer Carapat. Et aujourd'hui, c'est une chanteuse que beaucoup de gens ont aimée à l'époque. On regarde et on va écouter. Extrait et Sandy a deviné que c'était donc, on va voir sa photo, son image, je ne sais pas, s'appelle Leila Chico. Et donc, elle chante depuis son plus jeune âge. C'est en participant au concours du premier Micro Mouradisque. C'était une marque de disque guadeloupéen qui a été remarquée par Richard Birman, qu'on va recevoir un de ces jours. Tony Delumeau aussi. Elle avait à peine 16 ans. Et elle avait fait ce premier disque double jeu, son charisme, son thème, sa voix et la profondeur de ses chansons lui ont permis de traverser le temps avec les tubes indélébiles. Et tout le monde connaît ses chansons, y compris Sandy. Bien sûr. José, tu connaissais aussi? Ah ben bien sûr. Bien sûr. Elisabeth connaissait aussi? Oui, c'était le Zouk Love des années 90. Ah, c'était dans l'enfance. Tu connaissais aussi? Oui, j'ai connaissais. Bon, tout le monde connaît Leila Chico. Bon, demain, on verra un autre chanteur dans le ZCL God Nostalgie. Alors, on va démarrer tout de suite avec la chronique. C'est parti, générique. Bonjour à tous, bonjour Danick. Bonjour. Je reviens, mais on me dit que c'est l'anniversaire de quelqu'un aujourd'hui. À la technique, on me dit ça. Enfin, on m'a dit ça tout à l'heure. C'est quand ton anniversaire? Je sais pas. Non, mais on parle pas de ça. Il est passé. Je te parle d'aujourd'hui, ce jour, présentement. C'est l'anniversaire de qui, Iman? Je crois que ça commence par D, ouais. Il me semble. Sacré personnage. Joyeux anniversaire, Danick. Merci. Mais tu n'es pas venu que pour ça, non, pas du tout. Alors, mais je te remercie. Voilà, on ne peut pas commencer tous les gens qui m'ont dit bon anniversaire. Il y en a eu beaucoup ce matin. Merci à tout le monde à la Guadeloupe, à tous les Guadeloupéens. Bon, allez, on parle. Voilà, donc nous sommes dans la chronique S2M et plus précisément dans la rubrique beauté. Je reçois une make-up artiste. Elle est également coach en make-up, conseillère en images. Bonjour Elisabeth. Bonjour Yannick. Danick, Sandy, voilà. Ah ben là, vous pourrez mettre un visage sur celle qui sublime les candidates à l'élection de Miss Guadeloupe. Et d'ailleurs, elle accompagne la candidate élue durant son règne, puisqu'elle la sublime également. C'est bien ça, Elisabeth? Parfaitement, Sandy. J'accompagne la Miss actuelle, notre ambassadrice qui va nous représenter pour l'élection Miss France, Jalila. À qui voilà, on fait un petit clin d'œil. Alors, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours et de cette belle aventure dans laquelle tu t'es lancée? Alors, mon parcours, je vais dire que je suis un petit papillon qui vole beaucoup. Je me le définis un petit peu comme ça. Mon parcours, de base, je suis esthéticienne.
esthéticienne. Après, j'ai voulu me performer et être maquilleuse, approfondir un peu mes techniques en maquillage. J'étais vraiment attirée par le make-up, par la beauté, par la femme, en général, la beauté de la femme. Et je me suis lancée directement dans cette formation de maquilleuse professionnelle où j'ai été formée directement avec un bon mentor, Aurélie Lalande, qui était formatrice à Make Up Forever, que je salue en sachant que je suis aussi ambassadrice Make Up Forever, Guadeloupe. Très bien. Alors cette aventure avec Miss Guadeloupe, c'est beaucoup de stress, beaucoup de pression. Comment ça se passe en général dans les coulisses? Comment tu gères ça? Alors, je pense que j'ai fait un peu ma main au début, parce que je ne suis pas rentrée directement dedans. Ça fait 3 ans que j'ai vraiment le contrat Miss Guadeloupe. Mais avant ces 3 ans, je maquillais à côté d'autres maquilleuses qui étaient prestataires de Karine Catibeza. Et c'est tout naturellement après que j'ai suivi ce parcours. On m'a proposé directement de prendre directement la direction du côté make-up pour l'élection Miss Guadeloupe. Mais des maquilleuses, il y en a beaucoup. Alors, qu'est-ce qui fait, selon toi, ta particularité, Elisabeth? Alors, ma particularité, qu'est-ce qui fait ma particularité? Je suis une acharnée du travail. Je suis perfectionniste. Ça peut être un avantage, mais aussi une qualité, je l'estime. Mais ma perfection du travail, j'adore le travail bien fait. L'amour aussi de rencontrer des femmes, parce que c'est de très belles rencontres aussi que je fais avec ce métier, je l'avoue. Je rencontre de très belles personnes et c'est un partage pour moi qui est tout à fait normal de sublimer la femme et de l'accompagner pour ses projets. Ça peut être pour un mariage, pour une sortie, juste de voir qu'elle a le sourire, je suis pleinement satisfaite. Le programme d'une journée type avec Elisabeth, parce qu'elle travaille beaucoup, hein, comme elle le disait, pour l'attraper, pour l'avoir au téléphone, il faut y aller. Hein. Oui, non, alors, le programme de ta journée, raconte-nous un peu une journée type. Alors, une journée type, je suis maquilleuse, certes, mais je suis aussi maman de 2 enfants. Et qui fait qu'il faut gérer directement les emmener à l'école, le train-train au niveau du foyer aussi. Et le boulot, il faut, je pense que nous, les femmes, nous sommes faites pour ça. Nous aimons... faut pas que je dise que nous aimons ça. Comment dirais-je? Je cherche le bon mot. Excusez-moi, je cherche le bon mot. Piloter. Nous sommes bons pour piloter plusieurs choses. J'ai l'impression que nous sommes des pieuvres et nous arrivons à gérer parfaitement bien plusieurs programmes dans une journée ou plusieurs business aussi, il faut le dire. Nous arrivons pas mal à bien faire. Ouais. Même si la charge mentale peut être aussi assez lourde. J'avoue, il y a des moments où j'ai juste envie de décrocher surtout, de ne plus toucher à un pinceau, mais l'amour du métier fait que je suis encore dedans et que je continue. Voilà. Bon, les fêtes approchent et nous, on a envie d'être canon, Iman. Pour les fêtes de fin d'année, on a envie d'être, comment tu dis? De shine. Shine. Alors, tu conseilles quoi pour les fêtes? José, Iman et moi, nous t'écoutons. Tu proposes quoi au niveau du teint, des yeux? D'ailleurs, tu vas nous faire quelque chose en démo, apparemment live. Alors, qu'est-ce que je propose? Pour toi, Sandy, aujourd'hui, ou bien en général? Moi, de base... De base, pour moi, toutes les femmes sont magnifiques. Après, moi, je vais juste apporter ma petite touche comme une petite baguette magique, ma poudre de fée un peu pour shiner un peu toutes ces femmes, mais de base, toutes les femmes sont magnifiques. La poudre de fée? C'est de la poudre de fée. J'appelle ça, au lieu de dire des paillettes, moi je dis, j'ai mis ça à ma sauce, la poudre de fée, comme ça je shine. Mes clientes shine. Bon, alors je vais te lancer un petit challenge, parce que bon, souvent les femmes disent, on n'a pas le temps de se maquiller le matin, on court, voilà. Apparemment, tu me disais qu'on peut très bien se maquiller les yeux. Alors, elle m'a fait le teint. C'est Elisabeth qui m'a fait le teint tout à l'heure en coulisses, voilà. Et elle me disait qu'apparemment on peut maquiller les yeux en combien de minutes? Chrono minimum. En moins de 5 minutes, c'est possible. Bon, alors, 5 minutes, il faut nous prouver ça. Rapide et efficace. Alors, je vais parler avec José pendant quelques instants. Voilà. C'est bon, on y va. C'est parti. Alors, José, bonjour. Bien, bonjour. Tu es venu là parce que tu représentes quelque chose, j'ai envie de dire,
pratiquement une institution, l'Académie du Cas. L'Académie du Cas. Oui, alors qu'est-ce qui va se passer? Alors, l'Académie du Cas présente son Noël cadencé ce samedi 9 décembre, à 20h, place de la Victoire, un spectacle offert. Ah bon, au Grand Air? Ah oui, au Grand Air, avec la Lune et les étoiles comme espace scénique, c'est pas mal, hein? Devant le kiosque de la place de la Victoire, spectacle que nous offrons à la population guadeloupéenne pour cadeau de Noël. Et cette année, nous avons de nombreux complices parce que nous y en est dansé et chanté. Donc les chanteurs, des chanteurs de renom, on peut voir les noms, Carole Veritono, Fred Dehay, Maxence Dehay, Ronnie Théophile, Florence Napri. Donc ils vont chanter les cantiques et nous allons danser les cantiques de Noël. Tout ça avec le poumon du cœur de la Guadeloupe qui va battre comme instrumentation. Donc, à cette occasion, nous faisons une collecte de cadeaux. Une collecte de cadeaux qui seront remis à deux associations, l'association Cœur qui Pègue et l'association Blue Melody School de Cœur qui Pègue et l'association Les Pipirites, qui vont remettre ces cadeaux. Alors, les Pipirites, c'est pour les enfants hospitalisés de la Guadeloupe et l'association Blue Melody School pour les enfants défavorisés de la Guadeloupe. Donc, venez nous rejoindre, mais surtout... À partir de quelle heure? 20h, mais nous serons là dès 19h. Donc, venez dès 19h, surtout nous apporter des cadeaux, nous apporter votre bonne humeur, votre énergie, votre vibe, pour que ce Noël, cette fête de Noël soit réussie avec tous les Guadeloupéens, avec tous les chanteurs de la Guadeloupe qui sont nos complices. Je crois que tu as une deuxième actualité. Alors, rendez-vous samedi 9 décembre à partir de 19h, place de la Victoire de Pointe-à-Pitre, devant le kiosque, avec vos cadeaux. L'Académie du Cas aussi peut recevoir vos cadeaux toute la semaine. Et comme ça, dès la semaine prochaine, les associations pourront faire plaisir, pourront faire briller les yeux des enfants qui vont recevoir ce cadeau. Venez participer à la magie de Noël avec l'Académie du Cas et tous les chanteurs qui sont là pour ce Noël cadencé. Pas de théâtre, c'est ainsi. Deuxième actualité. Ça bien dès le début. Alors, ce même samedi 9 décembre, au Ciné-Théâtre du Lamentin, l'association Secret d'Antan présente sa dernière création, la pièce Les Experts Pointe-à-Pitre. Donc, une pièce qui vous emmène dans une intrigue policière de Pointe-à-Pitre. Donc, nous serons 6 comédiens sur scène au Ciné-Théâtre du Lamentin. Donc, les tickets sont en vente au Ciné-Théâtre Hall-Moll. En tout cas, venez me découvrir dans un autre registre avec Bernard Lamitié, une pièce écrite par Arthur Apatou et Rénal Sartre. Et puis avec Régine Babiani, José Guilou, Charles Colbeck, qui sont aussi mes complices sur scène. Donc, les Experts Pointe-à-Pitre, une enquête, et je joue le rôle d'une sœur, d'une religieuse. Ah bon? Oui, qui a acheté une habitation. C'était pas trop compliqué, non? Compliqué, non. C'est compliqué, non. Au contraire, à chaque fois, c'est un challenge et ça motive. Oui. Donc, cette sœur Héloïse a acheté une habitation qu'elle veut réhabiliter et l'intrigue se passe sur ce chantier. Donc, je vous dis à samedi au Ciné-Théâtre du Lamentin pour découvrir les Experts Pointe-à-Pitre. Un petit focus sur... oui, voilà, on va voir un peu la transformation de Madame Sandy Kelly en direct grâce à Elisabeth. Ah, c'est joli. C'est joli, hein? C'est magnifique. C'est joli. Bon, ok. Super. Voilà. Alors, combien de minutes? Ça a pris combien de minutes, ça, Elisabeth? On va dire moins de 2 minutes. Moins de 2 minutes? Ouais. Ouais. Après, sa base était déjà faite. Après, Sandy est déjà magnifique, naturellement. Oui. J'ai pas eu grand-chose à faire. Elle est shine maintenant. Elle shine. Je lui ai fait un smoky. Un smoky noir. Voilà, un smoky noir. Et j'ai mis directement une poudre de fée un peu caméléon sur la paupière qui fait que ça prend l'emprise du noir et que le reflet shine bien avec elle. Et j'ai rajouté aussi de la poudre de fée sur son décolleté. Voilà. Alors elle shine sans limite. En tout cas, merci. Petit clin d'œil aussi à Jalilan, du coup, pour notre Miss Guadeloupe. Hein? Oui, faut effectivement. Mais je vais faire un petit coucou à toute l'équipe Miss Guadeloupe et aussi à Jalilan, particulièrement à Jalilan. Je la souhaite
On l'encourage, la Guadeloupe l'encourage directement. Ah oui. Votez je pour l'envoie elle. plein de gros bisous. Et j'ai oublié de préciser tout à l'heure quand j'ai dit on est maman, mais j'ai oublié de dire je suis mariée. Et il y a un homme qui m'accompagne aussi, qui me permet d'accomplir aussi l'émission make-up comme je le fais. Bien, Merci. Merci. Un dernier mot? Oui, si vous avez besoin, vous avez envie de vous faire maquiller, voilà, vous pouvez toujours contacter Elisabeth puisque le planning est pratiquement overbooké. Il y a encore quelques dispos. J'ai fait de la communication sur les réseaux. Alors, il y a encore de la place. Allez-y, n'hésitez pas. Prenez votre rendez-vous. Il n'y aura pas de place pour tout le monde. Voilà, bon, merci. C'est noté. Voilà, il va être quelle heure? 13h54. On a encore 1 minute et demie. J'ai reçu ce matin Mme Jacqueline Ateli, directrice de la transition en charge de la coordination des partenariats, c'est-à-dire que c'est elle qui a organisé il y a 2 semaines un séminaire des associations à BMAO. Ensuite, on a reçu Marie Zizima Mirin et Jean-Luc Divial pour un petit débat sur réparation et esclavage, un changement des mentalités. Ça nous a permis de faire un petit focus avec M. Garcin Malsa depuis la Martinique au téléphone, qui nous a parlé de la visite en Guadeloupe du président du Bénin, invité par M. Bernard Ayotte. Bon, il dit, nous savons qu'à penser de ça, ils sont assez bizarres. Bien, Sandy Kelly est venue donc avec Elisabeth Bautran. Elisabeth Bautran. Oui, maquilleuse, on a vu en direct. Et bien sûr, José qui nous a donné 2 rendez-vous, samedi 9, sur la place de la Victoire. Noël Cadencé avec l'Académie du Cas. Et un peu plus tard? Non, à la même heure. À la même heure. Pour qui j'en ai fait faire les deux? Samedi 9, 20h au ciné-théâtre du Lamentin. Oui. Les portes seront ouvertes dès 19h15. Les experts de Pointe-à-Pitre au Non, les experts Pointe-à-Pitre. Les experts, oui. Ah, c'est pas de mon avis, c'est les experts au Pointe-à-Pitre. Bon, ok. Rappel rapidement avec Imanews. Oui, au niveau de l'actualité, on a eu la réponse de l'ancien maire de Vieux-Fort, donc Roland Plantier, qui parlait par rapport au compte de la commune. Donc, il a pu s'exprimer à ce sujet. Par rapport à l'urbanisme, on a eu ce retour par rapport à ce séminaire du Conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement qui parle des risques par rapport à l'urbanisme. Il s'agissait aussi de parler de parentalité où des ateliers de peinture ont eu lieu sur la commune du Lamentin pour renforcer les liens familiaux. Et on a vu justement l'interview de Yannick Borel par rapport au championnat d'escrime qui a eu lieu sur la France. Alors j'ai oublié de dire qu'on a reçu aussi Caroline Sévino. D'ailleurs, nous avons ouvert un bouquin sur Marie Scondé, puisque le salon du livre qui s'ouvre en ce moment même au mois de Saint-Claude, de Bastère-Saint-Claude, c'est sur le patronage de Marie Scondé qui marraine, qui a mariné, le terme est rentré maintenant, avant de parrainer, mais qu'on a encore mariné. Et donc, salon du livre qui commence à Lyouma et qui se terminera demain, samedi au MAC, avec notamment une pièce de théâtre de Madame... comment elle s'appelle, que je ne dise pas de bêtises. Oui, non, c'est vrai. Nathalie Kouali, voilà. Une comédienne guadeloupéenne qui vit souvent à l'étranger, mais qui a fait un bon travail aussi dans l'humour et dans le théâtre. Voilà, il finit pour eux là. Nous, nous autres, merci de venir à autres. Et hier encore, nous finissons avec des madames. Nous autres là encore, on finit avec 4 madames. Qui madame qui a vu nous être celles. C'est vraiment... Ah non, c'est un cadeau d'anniversaire, ça. Voilà, il est exactement 13h57 et en caboute, nous allons retrouver nous demain pour d'autres chroniques et puis d'autres émissions et d'autres mondes encore. Au revoir, Imanews. Envers et contre tout. Oui, voilà. Et je vous attends au ciné-théâtre. Oui, et nous attend. L'Académie du Cas et la ville de Pointe-à-Pitre présentent Noël Cadencé, un spectacle collaboratif où artistes et danseurs revisiteront les cantiques de Noël. Fred et Maxence Dehé, Carole Venitolo, Wervana, Blue Melody School, Florence Napri, Ronnie Théophile et bien d'autres vous attendent le samedi 9 décembre sur la place de la Victoire. Noël Cadencé, c'est avant tout une collecte de cadeaux organisée au profit des pipirites du service pédiatrie, du CHU et de l'Amical Club d'Arboussier. Rendez-vous le 9 décembre, place de la Victoire, à partir de 20h. Nous qu'à attendre Zot, pas oublier Cantique Azote.